Le 17 avril 2025. Campani, via Sant'Agata, maison numéro 14. Une patrouille de police est arrivée sur les lieux suite à un signalement d'une assistante sociale. La porte de l'appartement fut ouverte par un homme, Antonio R., 40 ans, chauffeur. Ses mains tremblaient. Quand les policiers entrèrent à l'intérieur, ils sentirent immédiatement une forte odeur d'humidité et de moisissure. Antonio désigna la porte de la salle de bain, baissant silencieusement la tête. À l'intérieur, sur le sol carrelé, gisait un matelas fin, couvert de taches. À côté se trouvait un seau. Contre le mur, une longue chaîne rouillée. À son extrémité, recroquevillée dans un coin, se trouvait Francesca, disparue des radars des services scolaires depuis mars 2015. Le procès-verbal officiel notait épuisement de l'organisme, perte de poids, environ 30%. L'état est évalué comme grave, mais stable. Francesca a reçu une intervention médicale d'urgence. Les experts découvrirent rapidement que la chaîne était fixée au mur par un ancrage artisanal. La salle de bain n'avait pas de fenêtre, à l'exception d'un minuscule orifice de ventilation donnant sur l'extérieur. C'est précisément cela qui deviendra l'un des détails clés, bien que dans les premières heures de l'enquête, personne n'y ait prêté attention. Les policiers interrogent les voisins. Personne ne confirme avoir entendu des bruits suspects ou des appels à l'aide. Les murs sont vieux, mais solides, explique à l'inspecteur l'une des habitantes, une femme âgée de l'appartement d'en face. La porte de la salle de bain était située tout contre le mur de la maison voisine, appartenant au récemment décédé Luciano S. Sa mort avait eu lieu 1 an plus tôt, en avril 2024, à l'âge de 58 ans. Les fenêtres de sa maison donnaient directement sur le mur de la salle de bain où se trouvait Francesca. Le principal suspect devient immédiatement le père, Antonio R. Dans son dossier, les policiers trouvent une ancienne accusation pour conflit domestique, une amende pour violence physique, établie dès 2013. Émergent également les détails d'une dépendance alcoolique. Cependant, malgré les soupçons évidents, Antonio coopère dès les premiers instants avec l'enquête, n'opposant aucune résistance. Mais dans les pièces du dossier apparaît encore un autre nom, le voisin, le défunt Luciano S. Il était mort dans son appartement d'un arrêt cardiaque, ce qui fut confirmé par l'expertise médicale. Cependant, la police s'interrogea. Pourquoi Luciano, qui avait vécu toute sa vie dans le voisinage, n'avait-il pas remarqué ce qui se passait directement sous ses fenêtres? Ou se taisait-il simplement? Lors de l'interrogatoire préliminaire du personnel scolaire apparaît un témoignage étrange. L'institutrice de Francesca, Giulia P., insiste qu'au début de 2015, peu avant la disparition, Antonio avait ouvertement menacé de retirer Francesca de l'école pour toujours. Dans ses paroles résonne une assurance absolue. Cependant, dans le dossier officiel, il n'y a qu'une déclaration écrite de Giulia elle-même. Il manque un enregistrement audio confirmant son témoignage. Pour l'instant, les enquêteurs traitent ces paroles avec prudence, soupçonnant une possible antipathie personnelle ou une subjectivité de perception. L'enquête change brusquement de direction quand, le 2e jour après la libération de Francesca, au commissariat arrive une femme qui se présente comme la nièce du défunt Luciano. Elle apporte un vieux smartphone de son oncle, trouvé en rangeant ses affaires. L'écran est fissuré, la mémoire presque pleine. Sur l'un des derniers fichiers vidéo daté du 10 avril 2023 est fixé quelque chose d'étrange. La vidéo dure seulement 15 secondes, filmée à travers une fenêtre sale, entr'ouverte, dirigée directement vers le mur de la salle de bain d'Antonio. Dans le cadre apparaît une main fine, visiblement affaiblie, tentant d'atteindre la grille de l'orifice de ventilation. Mais la fenêtre se referme brutalement. La vidéo s'interrompt. Les experts se demandent pourquoi Luciano a filmé cette vidéo 1 an avant sa mort, mais n'a jamais informé la police. Cachait-il quelque chose ou craignait-il autre chose? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire. Apparaît encore un autre détail.
Dans les pièces du dossier figure un certain document relatif à l'aide sociale d'État qu'Antonio recevait pour Francesca jusqu'en avril 2025. Pour l'instant, seul le groupe d'enquête connaît ce document. La somme et les détails restent fermés au public. Mais le motif des actes d'Antonio peut maintenant recevoir une nouvelle explication. La fin du premier jour d'enquête laisse de nombreux détails non résolus. Le principal suspect, Antonio. Mais le silence du voisin, le mystère de la vidéo énigmatique et le rôle de l'allocation de garde, c'est ce que l'enquête doit encore élucider. Antonio recevait régulièrement pendant 8 ans une allocation destinée à Francesca. Selon les documents, la fillette était inscrite dans une autre école d'une région voisine et l'argent arrivait régulièrement chaque mois. Mais les relevés bancaires montraient une autre réalité. Presque tous les paiements étaient retirés en liquide par le même distributeur près du bar Da Silvio. Il ne restait qu'une seule question, dont les enquêteurs cherchaient maintenant la réponse. Antonio savait-il que tôt ou tard cela serait découvert, ou agissait-il tout ce temps avec une assurance absolue d'impunité? Le matin du 18 avril, l'enquêteur Luca Davini posa sur la table une pile de relevés bancaires de l'INPS. Sur chaque feuille figurait la même somme, transférée régulièrement depuis 2015 sur le compte d'Antonio R. Officiellement, allocation sociale pour un enfant d'âge scolaire. Davini suivait attentivement les dates, pas une seule absence. Le distributeur par lequel Antonio retirait l'argent se situait à 150 mètres de son bar favori, Da Silvio. Les relevés de transactions montraient clairement, après avoir reçu l'argent, Antonio dépensait presque toute la somme précisément ici, buvant seul ou en compagnie d'autres habitués de l'établissement. Avec l'aide du personnel du bar, les policiers confirmèrent rapidement qu'Antonio était un client fréquent. Le serveur Paolo, qui travaillait au Da Silvio depuis 5 ans, montra les reçus du terminal et l'enregistrement de la caméra de surveillance du 10 avril 2023. Sur l'enregistrement, on voyait comment à 20h53, Antonio sortait du bar. Cependant, après 21h, la caméra se déconnectait automatiquement à cause de problèmes électriques. Cette période, approximativement de 21h et plus, restait une tache noire dans l'alibi d'Antonio. Quand Antonio fut de nouveau convoqué pour interrogatoire, l'enquêteur Davini posa une question directe sur l'endroit où celui-ci se trouvait après 21h le 10 avril 2023. Antonio répondit avec assurance qu'après le bar, il était parti avec des amis chez l'un d'eux pour continuer la soirée, mais il cita les noms de manière peu convaincante et confuse. Davini demanda les adresses et contacts des amis mentionnés, mais les réponses d'Antonio semblaient vagues et peu convaincantes, comme s'il tentait de couvrir un trou de mémoire ou, peut-être, autre chose. Pour vérifier les paroles d'Antonio, la police étudia les reçus et enregistrements d'autres établissements du quartier. Mais aucune confirmation de ces paroles ne fut trouvée. Cela commença à créer une pression sur la version d'Antonio selon laquelle il passait la soirée avec quelqu'un d'autre. L'enquêteur Davini présenta à Antonio encore une image, une photo prise par le service Google Street View en 2019. Sur le cliché, on distinguait clairement Antonio lui-même, debout à la fenêtre de sa propre salle de bain et regardant vers l'orifice de ventilation par lequel Francesca fut plus tard découverte. Le cliché semblait si compromettant que même l'avocat d'Antonio fut décontenancé. Cependant, ce n'était qu'une preuve indirecte. Antonio expliqua qu'il réparait la ventilation et qu'il n'y avait aucune intention malveillante dans ses actions. La fausse piste resta pour l'instant dans les pièces du dossier, mais n'avait pas de force probante. Un jour plus tard, entre les mains de l'enquêteur Davini se trouvait encore un document, un reçu de distributeur saisi par les policiers dans l'appartement d'Antonio. Sur le reçu figurait date et heure, 10 avril 2023, 21h15. Mais ce qui étonnait n'était pas seulement l'heure, mais aussi le lieu de la transaction. Le terminal se trouvait à 12 km du bar Da Silvio. La vérification experte confirma immédiatement la logistique de l'itinéraire. Du bar au point de retrait d'espèces par la route SP22 en moto, on pouvait arriver en seulement 15 minutes. Par conséquent, Antonio réussissait effectivement à se retrouver à cet endroit immédiatement après avoir quitté le bar. Le mince alibi construit par Antonio s'effondrait définitivement.
Maintenant, la police savait qu'il avait menti sur les événements de cette soirée. Cependant, la fenêtre dans l'emploi du temps permettait encore de supposer qu'il pouvait se retrouver à la maison pendant la période de tournage de la vidéo avec la main de Francesca. La question n'était pas de savoir s'il pouvait physiquement le faire. C'était déjà prouvé. Il restait seulement à découvrir une chose. Était-il le seul qui, cette soirée-là, avait accès à la salle de bain? Ou quelqu'un d'autre était-il impliqué dans cette histoire? Parallèlement dans l'enquête restait la version avec le voisin décédé, Luciano S. Il avait silencieusement filmé la vidéo et n'avait rien entrepris. L'enquêteur Davini décida de ne pas abandonner cette version. Elle était trop inhabituelle pour être un hasard et trop énigmatique pour être une simple erreur. Maintenant, l'enquête avait deux directions possibles. Le père vivant et le voisin silencieux qui, pour une raison inconnue, avait préféré ne rien faire. Le 2 mai 2015, le directeur adjoint de l'école de Campanie signe une demande de transfert de Francesca dans une autre école. La lettre officielle avec la signature MR semble convaincante. Une copie du nouveau domicile est jointe. Le sceau de la mairie semble authentique. Cependant, si tout était si évident et clair, pourquoi dans le registre du courrier entrant n'est restée aucune trace de l'arrivée de ce document? Dans les archives de l'école, le directeur adjoint, Marco Della Valle, tient de nouveau dans ses mains 10 ans plus tard cette même lettre. Le papier a légèrement jauni, le sceau s'est décoloré. Il examine attentivement la signature. Monsieur R. L'écriture est assurée, familière. L'expertise menée par la police a déjà confirmé qu'elle correspondait parfaitement à l'écriture de Maria R., la mère de Francesca. À côté de la lettre se trouve une copie du nouveau document de domicile dans une région voisine. Au premier regard, il semblait absolument légitime. Et seulement après une vérification minutieuse, les employés de police remarquèrent un détail étrange. La date sur le sceau de la mairie tombait un dimanche, jour où les institutions d'État ne travaillent pas. Cela indiquait un grossier faux document. Le directeur adjoint ne put expliquer pourquoi le faux ne fut pas remarqué dès 2015. Il insistait que les documents avaient été dûment vérifiés. Cependant, les enquêteurs réfutèrent facilement son affirmation. Le registre scolaire du courrier entrant, obligatoire à tenir dans toute école d'Italie, s'avérait complètement vide pour cette période. La lettre semblait être arrivée à l'école de nulle part et fut acceptée sans la moindre résistance et même sans mention d'arrivée. Lors de l'entretien avec l'enquêteur Davini, Marco Della Valle était visiblement nerveux. Il expliquait qu'à cette période, l'école connaissait une grave pénurie de personnel. Arrivait une masse de papier qu'il n'arrivait physiquement pas à enregistrer. « Peut-être n'avons-nous pas été suffisamment attentifs », conclut-il, s'efforçant de ne pas croiser le regard de Davini. Maria R., la mère de Francesca, se retrouvait de nouveau au centre de l'enquête. Son rôle dans l'histoire semblait ambigu. D'un côté, elle avait signé des documents manifestement falsifiés. De l'autre, ses motifs restaient une énigme. Maria n'avait jamais été remarquée en conflit avec l'école et passait pour une femme calme et renfermée. L'enquêteur tenta de clarifier cette question en demandant des informations sur elle et sa famille aux services sociaux. Le dossier s'avéra court et étonnamment superficiel. La première impression était que c'était précisément Maria qui avait initié tout le processus de déménagement fictif. Sa signature, son écriture, sa participation supposée, tout cela la plaçait en position de complice d'Antonio. Mais le même jour, les enquêteurs découvrirent un certificat médical daté du 14 août 2021. Il en ressortait clairement que Maria avait suivi un traitement dans une clinique psychiatrique d'une ville voisine. Diagnostic: dépression clinique grave. Dans les documents était noté que l'état de la patiente était lié à une pression psychologique prolongée et une peur constante devant les actions agressives du conjoint. Le certificat bouleversa la perception du rôle de Maria. Maintenant, elle apparaissait plutôt comme une victime des circonstances, une personne qui peut-être agissait sous une pression sérieuse. Mais cela ne donnait pas encore une justification complète de ses actions. Mais si l'école avait été défaillante dans son système de contrôle interne et l'administration avait aveuglément accepté la fausse lettre, il restait encore une question clé.
Pourquoi toutes ces années, quand Francesca se trouvait littéralement derrière le mur de la maison voisine, aucun des voisins, y compris le défunt Luciano S., ne s'était-il demandé où était passée la fillette qu'il voyait quotidiennement dans la cour ? L'enquêteur Davini était maintenant certain que la réponse à cette énigme se cachait non seulement dans les actions des parents, mais aussi dans l'indifférence des voisins qui avaient préféré ne pas remarquer ce qui se passait à côté. Leur silence semblait couvrir le crime aussi bien qu'un faux papier. Maintenant, l'enquête devait étudier plus profondément les motifs des voisins pour comprendre si leur choix était une inaction consciente ou une simple cécité humaine. Le 12 avril 2023, 2 jours après l'étrange vidéo filmée par Luciano S., sa nièce Giulia S. arrive via Sant'Agata pour examiner pour la première fois la maison après la mort de son oncle. Elle entre à l'intérieur, ouvre une vieille armoire et parmi la poussière, les journaux et documents découvrent un smartphone Nokia 5 abandonné. Dans la mémoire de l'appareil était conservé un enregistrement qu'elle ne regardera que 2 ans plus tard. Mais pourquoi Giulia n'a-t-elle pas donné le téléphone à la police immédiatement, mais ne l'a apporté que maintenant ? Le smartphone fut découvert dans la partie éloignée d'une vieille commode, dans une pièce où Luciano n'allait pratiquement jamais. L'appareil, Nokia 5, sorti en 2017, confirme l'expertise technique. Giulia, à ce moment-là, n'accorda pas d'importance à cette trouvaille, car le téléphone était déchargé et il n'y avait pas de chargeur à proximité. Elle le laissa dans le tiroir, ayant l'intention de s'occuper des affaires plus tard, quand elle commencerait la vente de la maison. C'est précisément ainsi que la nièce expliqua aux policiers pourquoi l'appareil était resté intact pendant 2 ans. Seulement en avril 2025, en commençant la préparation à la vente de l'immobilier, Giulia décida de vérifier tous les biens de son oncle. Le téléphone fut chargé, allumé, et alors apparut sur l'écran une vidéo d'une durée de 38 secondes. Date de tournage, 10 avril 2023, l'heure d'enregistrement coïncidait exactement avec cette soirée où Antonio se trouvait au bar Da Silvio. Sur la vidéo, une petite main affaiblie qui tentait lentement d'atteindre la fenêtre de ventilation de la salle de bain de la maison d'Antonio. Les métadonnées du fichier confirmèrent l'authenticité de l'enregistrement. Giulia remit immédiatement le téléphone à la police. Quand l'enquêteur Luca Davini demanda à Giulia pourquoi elle n'avait pas regardé le contenu du téléphone immédiatement, la jeune fille répondit calmement « À l'époque, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir quelque chose d'important. Mon oncle n'était pas fan de technologie. J'ai décidé que c'était un appareil vieux et inutile. » La police vérifia ses déclarations. Giulia n'avait effectivement pas visité la maison entre avril 2023 et début 2025, ce que confirment les voisins et les documents de l'agence immobilière avec laquelle elle avait récemment conclu un contrat de vente de la maison. Les déclarations de Giulia semblaient convaincantes. Elle n'avait pas de lien étroit, ni avec Antonio, ni avec sa famille. Ses visites via Sant'Agata étaient rares et courtes. Ainsi, l'enquête écarta rapidement les soupçons de sa participation directe à l'histoire de la disparition de Francesca. Cependant, les enquêteurs réfléchirent à une autre hypothèse. Pourquoi Luciano, vivant littéralement voisin, avait-il enregistré la vidéo et ne l'avait montrée à personne ? Émergea une version sur un possible chantage de la part de Luciano envers Antonio ou Maria. Peut-être le voisin exigeait-il de l'argent pour son silence, et était-il mort non pas de mort naturelle, mais avait été éliminé par quelqu'un. La police commença à chercher des confirmations de cette version. Furent vérifiés les comptes bancaires de Luciano, étudiées ses dernières opérations financières, mais rien de suspect ne remonta. Il vivait modestement, aucune grosse somme n'arrivait, et Luciano lui-même n'avait été remarqué dans aucune action illégale auparavant. Pour l'instant, ce n'était qu'une piste de plus, non confirmée par des preuves matérielles. Mais l'attention des enquêteurs fut bientôt attirée par une autre circonstance. Furent remontées les archives des matériaux de l'expertise médico-légale menée après la mort de Luciano. Dans la conclusion officielle, la cause de la mort était un infarctus, ce qui fut confirmé par le médecin en avril 2024. Cependant, le détail qui aurait pu complètement exclure ou confirmer une intervention extérieure avait mystérieusement disparu.
L'analyse toxicologique du sang et des tissus de Luciano avait disparu des archives. L'absence d'une expertise si importante éveilla chez Davini des soupçons de possible négligence ou dissimulation intentionnelle de faits par quelqu'un du personnel de la morgue ou du laboratoire. Cette circonstance transforma immédiatement la mort accidentelle de Luciano en question ouverte de l'enquête, laissant place aux versions d'intervention extérieure. L'enquêteur Davini était certain que cet épisode reviendrait obligatoirement dans l'enquête. Mais pour l'instant, il n'avait entre les mains aucune preuve concrète de mort violente du voisin. D'autre part, le nouvel indice, la vidéo, jouait déjà un rôle significatif dans cette affaire. Elle montrait non seulement le fait de l'existence de Francesca dans la salle de bain d'Antonio, mais aussi qu'au moins un voisin le savait il y a 2 ans. Et peut-être pas seulement lui. Les actions suivantes de la police étaient évidentes. Étudier attentivement la situation financière de la famille d'Antonio, vérifier tous les flux d'argent possibles qui pourraient éclairer les motifs et actions de l'entourage. L'enquête devait comprendre qui parmi les voisins pouvait encore savoir ou au moins se douter, et pourquoi pendant 8 longues années ne s'était trouvé aucune personne qui aurait parlé à voix haute de ce qui se passait littéralement derrière le mur de leur propre maison. Le 22 avril 2025, la police obtint les données sur un 2e compte bancaire appartenant à Antonio. Le compte était ouvert au nom de la société Antin Rossi Costruzioni, créée en 2016. Officiellement, elle s'occupait de travaux de finition, mais personne ne put trouver de documents d'enregistrement de la société. Ce compte était alimenté mensuellement exactement de 450 €, somme qui correspondait exactement à l'allocation reçue au nom de Francesca. Maintenant, la police devait comprendre si c'était seulement un moyen d'encaisser l'argent ou si Antonio menait vraiment une affaire clandestine. L'expertise financière établit rapidement le compte bancaire sous le nom Antoine Rossi Costruzioni fut ouvert dans une petite filiale de banque d'une ville voisine. Dans les documents d'ouverture de compte figurait la signature d'Antonio. Malgré le nom, la société n'avait aucun enregistrement officiel, ce que confirmèrent les services fiscaux. Pourtant, l'argent arrivait régulièrement, chaque mois, depuis 2016. Quand l'enquêteur Luca Davini demanda directement à Antonio l'objet du compte, celui-ci répondit calmement et avec assurance « C'est mon compte d'affaires. Tout y est transparent. » Mais la transparence fut mise en question quand les services fiscaux ne trouvèrent aucun enregistrement d'une telle société. Antonio ne put expliquer l'absence d'enregistrement, se contentant de dire qu'il ne s'y connaissait pas en subtilité juridique. Cette explication semblait extrêmement douteuse, compte tenu des versements réguliers sur le compte et de l'absence de déclaration fiscale. Pendant ce temps, les journalistes intéressés par l'affaire retentissante menèrent leur propre enquête. Sur le réseau furent trouvées de vieilles annonces au nom d'Antonio proposant réparation d'appartements et travaux de finition. À première vue, tout cela ressemblait à une couverture, mais la police décida de revérifier cette information. 3 personnes confirmèrent qu'elles avaient effectivement utilisé les services d'Antonio. L'un des clients, Giovanni N., raconta en détail qu'Antonio avait effectué des travaux de réparation de cuisine et salle de bain dans son appartement à l'automne 2020. Le deuxième, Alessandro P., nota que la réparation d'Antonio avait été faite avec qualité et dans les délais, et fournit même une copie du reçu de paiement des services. Le troisième client, Franco T., confirma la réalisation de petits travaux et se souvint qu'Antonio lui semblait légèrement renfermé, mais s'était montré fiable dans le travail. Ces témoignages mirent les enquêteurs dans l'impasse. Le compte société s'avérait ne pas être complètement fictif. Antonio fournissait vraiment des services, bien qu'officieusement. La version du simple encaissement de l'allocation devint moins évidente, bien qu'elle ne fût pas complètement écartée. Cependant, dans la nuit du 22 avril, la police reçut un témoignage inattendu qui jeta de nouveau des soupçons sur Antonio. Le deuxième client, Alessandro, se souvint et déclara qu'une fois il avait vu Antonio tard dans la nuit, vers 3 heures, près de sa propre maison. Celui-ci sortait de sa voiture un lourd sac de ciment. Ce souvenir éveilla l'intérêt, car l'heure nocturne ne convenait manifestement pas pour mener des travaux de réparation. Antonio expliqua cela par le fait qu'il avait supposément acheté le ciment dans la journée, mais avait oublié de le décharger à temps. Cependant,
la version en elle-même semblait peu convaincante. Pourquoi précisément la nuit fallait-il sortir un lourd sac ? La police se demanda immédiatement si le ciment n'avait pas été utilisé non pas pour une simple réparation, mais pour des modifications structurelles plus sérieuses à l'intérieur de la maison, possiblement liées au renforcement des portes ou murs de la salle de bain. C'est précisément ce détail qui donna à l'enquêteur Davini le motif de sanctionner immédiatement un examen plus détaillé de la maison d'Antonio. La police supposait que le ciment était utilisé pour renforcer la structure de la pièce où Francesca fut plus tard trouvée. La chaîne trouvée à l'intérieur de la salle de bain était fixée au mur par un ancrage. Cependant, l'expertise initiale ne précisait pas si des travaux de renforcement des portes ou murs avaient été menés. Maintenant, les experts devaient réexaminer la structure interne de la pièce, particulièrement les zones près de la porte et du mur auquel était attachée la chaîne. L'enquête avait l'intention de trouver des traces de bétonnage récent ou d'autres modifications qui pourraient confirmer la version du renforcement intentionnel de l'endroit où était détenue Francesca. Des résultats de l'examen dépendaient beaucoup. Si le renforcement était prouvé, cela alourdirait considérablement l'accusation contre Antonio et ouvrirait des motifs supplémentaires à ses actions. Les détails de l'incident nocturne dont se souvint le client rapprochèrent inopinément l'enquête d'un nouveau tournant dans la révélation du mystère de Via Sant'Agata. Cela signifiait que maintenant la police s'approchait de la compréhension de ce qui se passait exactement derrière les murs de la maison d'Antonio pendant ces années où Francesca était considérée comme disparue. Le 14 septembre 2019, la famille d'Antonio se réunit pour le baptême de son neveu, événement qui devint l'objet d'une attention minutieuse de l'enquête. Sur les photos de fête Antonio, sa femme Maria, de nombreux parents et un grand gâteau avec une bougie supplémentaire pour elle. Mais Francesca elle-même n'était pas sur les photos. Aucun des proches ne remarqua son absence ou ne voulut remarquer. Les experts de police étudiaient attentivement les photos saisies dans la famille. Les visages, sur les clichés, souriaient, semblaient contents et absolument calmes. Le gâteau orné d'une bougie supplémentaire devait symboliser la présence de Francesca, mais cela ressemblait plutôt à un rituel, un geste formel. La police remarqua que personne ne regardait la place vide destinée à elle. Chacun était absorbé par ses propres conversations et le repas. Les enquêteurs interrogèrent les parents qui étaient à la fête. Tous répondaient à peu près la même chose. On nous a dit qu'elle était malade et nous ne voulions pas déranger. Le plus intéressant fut le témoignage de la tante, Elisa R., sœur d'Antonio. C'est précisément elle qui, à la fête, soulignait activement que Francesca était malade et rassurait ceux qui demandèrent de ses nouvelles. L'enquêteur Luca Davini rencontra le photographe qui avait pris les photos du baptême. Le photographe se souvint que personne ne posait de questions sur la fillette à voix haute. De plus, il mentionna dans son témoignage qu'il ne l'avait pas vue depuis plusieurs années aux événements familiaux. Il connaissait la famille depuis de nombreuses années et ne pouvait comprendre pourquoi soudain elle avait disparu du champ de vision. À la question de Davini pourquoi lui-même n'avait pas demandé à la famille, le photographe répondit qu'il avait l'habitude de ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles des clients. C'était encore une confirmation que l'entourage de la famille préférait ne pas remarquer l'évident. Même les personnes extérieures respectaient la règle tacite du silence. La tante Elisa tomba sous l'attention minutieuse de la police. C'est précisément elle qui devint la personne qui expliquait le plus activement et de manière convaincante à tous l'absence de Francesca. Dans ses paroles, l'enquête sentit une possible dissimulation intentionnelle de la vérité. Son explication semblait trop préparée, trop lisse et réfléchie à l'avance. Cependant, la police n'avait pas de preuves directes de son implication. C'est pourquoi les enquêteurs demandèrent l'autorisation de vérifier sa correspondance personnelle, ce qui devait éclairer son véritable rôle dans cette histoire. Lors de la vérification des données numériques, la police réussit à restaurer partiellement la correspondance du chat familial WhatsApp. Dans la correspondance fut trouvé un message de la tante Elisa. « Je lui apporterai un cadeau plus tard. » La date d'envoi du message coïncidait avec le jour du baptême. Le message lui-même était configuré pour suppression automatique, ce qui alarma immédiatement les experts. Maintenant, il fallait découvrir ce qui d'autre pouvait être caché dans les messages supprimés et pourquoi en général
une telle discrétion était nécessaire. La police ne pouvait pas encore dire avec certitude si le message était un geste ordinaire ou si Elisa savait vraiment beaucoup plus qu'elle ne le disait à voix haute. La criminalistique numérique devait révéler le vrai sens de ces mots, comprendre si c'était une tentative de préserver l'apparence de normalité ou de cacher un secret plus sérieux. L'entourage d'Antonio et Maria commençait à paraître de plus en plus ambigu. Les parents démontraient une indifférence complète au sort de Francesca, comme si son absence était devenue pour eux une norme. Tous semblaient silencieusement s'être accordés à ne pas remarquer ce qui se passait dans leur propre famille. Maintenant, l'enquête devait découvrir si la famille était collectivement aveugle et naïve, ou couvrait tout de même consciemment un terrible secret. Et la clé pouvait être les messages supprimés que la police commençait déjà à restaurer. Les photos du baptême devinrent le symbole de la facilité avec laquelle les personnes les plus proches sont capables d'ignorer l'évident, créant une apparence de normalité même quand c'est absolument impossible. Le 25 avril 2025, l'enquêteur Luca Davini reçut les documents tant attendus des archives médicales ASL. L'affaire concernait l'analyse toxicologique disparue de Luciano, le voisin d'Antonio. Les archives confirmèrent que les échantillons pour l'analyse de sang furent reçus par le laboratoire le 13 avril 2023, 3 jours après l'enregistrement de l'étrange vidéo. Mais dans la colonne « Résultats » se trouvait un vide. Pouvait-on croire que l'analyse le plus important avait disparu du laboratoire par hasard? Ou quelqu'un s'était-il efforcé de retirer les résultats intentionnellement? En étudiant la documentation du laboratoire, l'attention de Davini fut immédiatement attirée par un détail. Le technicien médical responsable de la réalisation de l'analyse avait démissionné exactement 1 mois après la disparition des résultats. Dans le livret de travail figurait une démission de sa propre volonté. Cela semblait une coïncidence suspecte, d'autant plus que le technicien, Francesco D., travaillait au laboratoire depuis plus de 10 ans et jouissait d'une bonne réputation. Quand la police interrogea le technicien, ses déclarations s'avérèrent confuses et contradictoires. Francesco affirmait que l'échantillon de sang s'était évaporé. C'est exactement ainsi qu'il s'exprima littéralement et que c'était probablement une erreur technique. Mais le journal de laboratoire où étaient consignées toutes les actions avec les échantillons indiquait clairement le contraire. Les enregistrements confirmaient la réception et le début de l'analyse. De plus, était noté le temps de placement de l'échantillon dans la chambre frigorifique, ce qui ne pouvait en aucun cas conduire à une évaporation. L'enquête, tentant de comprendre si les actions de Francesco D. étaient le résultat d'une simple négligence ou d'un acte intentionnel, vérifia ses opérations financières et appels téléphoniques. L'une des principales versions devint la possible participation d'Antonio à la disparition de l'analyse toxicologique par corruption du technicien. Cependant, les policiers se heurtèrent rapidement au problème. Aucun transfert financier d'Antonio au technicien ne fut découvert, et il n'y avait pas non plus d'appel suspect entre eux. Néanmoins, cette version était encore trop prometteuse pour l'écarter. C'est pourquoi l'enquête continua la vérification d'autres canaux d'interaction possibles, incluant la correspondance et les contacts personnels du technicien. Bientôt apparut sur le réseau l'information que Francesco D. avait supposément reçu une grosse somme d'argent pour dissimuler les résultats de l'analyse. La nouvelle se répandit rapidement, causant un retentissement parmi les journalistes et le public. Cependant, l'expertise financière ne confirma ni l'arrivée d'argent sur les comptes de Francesco, ni de grosses dépenses qui auraient pu indiquer la présence de fonds cachés. Les rumeurs restèrent à des rumeurs, mais la police ne pouvait complètement exclure la version de corruption ou de pression. Francesco D. continuait à insister sur son innocence, répétant l'erreur technique au laboratoire. Bien qu'il ne pût expliquer en détail comment une telle erreur avait pu se produire, la situation changea brusquement quand les spécialistes en criminalistique numérique trouvèrent dans la messagerie de Francesco D. une lettre qui lui était adressée par l'avocat d'Antonio. Le message électronique, transmis depuis l'adresse officielle du cabinet d'avocats, avait pour titre « Preventivo difesa, coût des services ». À l'intérieur de la lettre était brièvement discuté un certain prix pour des services indéterminés que l'avocat supposait convenir personnellement.
Le fait même de la correspondance de l'avocat de la famille d'Antonio avec le technicien médical s'avéra un signal alarmant. Ce n'était pas encore une preuve directe de corruption, mais donnait des raisons de penser que les parties discutaient précisément de questions d'argent. Cependant, l'enquête ne disposait pas de preuves du fait de transmission d'argent. Peut-être qu'on n'en était jamais arrivé au paiement réel, et Francesco D avait pu simplement avoir peur des conséquences possibles. Maintenant, l'enquête se tourna brusquement vers les finances de l'avocat lui-même et ses relations avec Antonio. La police devait découvrir si Antonio avait les moyens de corrompre le technicien et si l'avocat avait pu jouer un rôle décisif dans la disparition de l'analyse toxicologique. En même temps, la version d'erreur accidentelle du laboratoire se maintenait encore, mais semblait de moins en moins probable. Les données toxicologiques disparues de Luciano S. auraient donc pu confirmer ou réfuter la possibilité de sa mort violente. La disparition de ce document était maintenant perçue par les enquêteurs comme une déformation intentionnelle des faits, commise dans l'intérêt de quelqu'un. À ce moment, l'enquête pouvait dire avec certitude seulement une chose. L'avocat d'Antonio avait contacté le technicien médical précisément pendant la période de réalisation de l'analyse, mais il restait incompréhensible s'il s'agissait d'une tentative réelle de corruption, ou si tout s'était limité à des négociations préliminaires. La vérification financière de l'avocat et de son client devint l'étape suivante de l'enquête pour définitivement éclaircir l'histoire de l'analyse disparue. Et jusque-là, la question de ce qui s'était réellement passé au laboratoire ASL le 13 avril 2023 continuait à rester sans réponse. Le 28 avril 2025, les experts criminalistiques entrèrent de nouveau dans la maison d'Antonio via Sant'Agata. Au centre de leur attention se trouvait la salle de bain où Francesca avait été découverte. L'examen initial avait manqué un détail important. La porte de la pièce était renforcée d'un cadre d'acier de l'intérieur. L'enquête eut des soupçons que cela n'avait pas été fait sans raison. Pourquoi Antonio avait-il eu besoin de transformer une salle de bain ordinaire en quelque chose ressemblant à un bunker ? L'expert constructeur invité par la police établit rapidement que le cadre d'acier avait été installé vers 2018, puis, déjà en avril 2023, la construction fut renforcée additionnellement avec du ciment frais. L'acier et le ciment formaient une structure qui ne cédait pratiquement pas aux efforts ordinaires et était calculée pour une rétention à long terme. Le spécialiste précisa que le poids du cadre d'acier était de 32 kg et qu'il pouvait être facilement livré sur place avec l'automobile compacte Fiat Panda qu'utilisait Antonio. La vérification logistique confirma un tel poids et taille de chargement tenaient parfaitement dans cette voiture. Quand Antonio fut convoqué pour un interrogatoire supplémentaire, l'enquêteur Luca Davini lui posa une question directe sur l'objectif de l'installation du cadre d'acier. Antonio déclara sans embarras qu'il l'installait supposément pour protéger de la propagation de la moisissure qui apparaissait souvent dans la maison. Mais l'expert en construction rejeta catégoriquement cette explication, la qualifiant de non-sens. L'expert expliqua que les constructions métalliques ne font qu'empirer la ventilation et renforcent l'humidité. Ainsi, la justification d'Antonio semblait non seulement douteuse, mais franchement absurde. L'enquête examina encore une autre version. Antonio n'avait peut-être pas posé ce cadre lui-même, mais s'était adressé à un maître inconnu. La police vérifia les entreprises de construction locales et entrepreneurs individuels, mais aucun d'eux ne confirma le fait d'exécution de tels travaux chez Antonio à la maison. Des reçus ou autres confirmations financières de ces services ne furent pas non plus trouvés. La version restait pour l'instant sans preuve. Cependant, la police ne pouvait complètement écarter cette version, car la probabilité que quelqu'un d'autre ait aidé Antonio à créer le renforcement était toujours grande. Identifier cette personne ne semblait pas possible, tant que des indices supplémentaires ne seraient pas trouvés. Le moment clé fut un examen répété et minutieux du revêtement de ciment près du cadre métallique. L'expert remarqua un petit bord de papier dépassant, enfoncé dans le ciment. Le fragment soigneusement extrait s'avéra être un bout de journal local. La date sur le bout se lisait clairement. 11 avril 2023. C'était seulement un jour avant le moment où sur la vidéo filmée par le voisin Luciano apparaissait la main affaiblie de Francesca. Cette trouvaille forma une chaîne qui semblait trop cohérente pour la considérer comme un hasard.
D'abord le tournage de la vidéo avec la main, et le lendemain, travail urgent avec le ciment, manifestement dirigé vers le renforcement de la construction de la porte. Il semblait que quelqu'un tentait à la hâte d'éliminer toute possibilité de fuite ou de découverte de Francesca. Pour l'instant, la police s'abstenait de conclusions définitives. On ne pouvait affirmer sans équivoque que c'était précisément Antonio qui installait ce ciment, bien que tout l'indiquât. Il fallait vérifier qui exactement avait acheté le ciment le 11 avril 2023. Cette personne pouvait être la clé de l'énigme. À ce stade de l'enquête, une chose devint évidente. Les événements des 10 et 11 avril 2023 étaient d'une importance critique. Et probablement que l'enregistrement vidéo fait par le voisin Luciano avait causé la nécessité urgente de renforcer la porte. Antonio, ou celui qui agissait avec lui, se dépêchait manifestement de cacher ou d'empêcher la possibilité de révélation du secret. L'enquête continuait. Les enquêteurs étaient certains que le reçu d'achat de ciment ou les témoignages de témoins dans les jours prochains donneraient l'information nécessaire. L'enquête savait maintenant avec certitude la porte de la salle de bain était renforcée spécialement pour retenir à l'intérieur précisément Francesca, et aucune autre explication ne résistait à la critique. Maintenant, la question se réduisait à savoir qui exactement et quand avait pris la décision du renforcement supplémentaire de la construction. Les événements de ce jour donnèrent à la police un repère clair pour les actions ultérieures. Seulement une chose l'enquête pouvait maintenant confirmer avec certitude. Le ciment frais était une tentative hâtive de quelqu'un de cacher les traces ou d'éliminer pour toujours la possibilité de fuite de Francesca de sa captivité. Le 2 mai 2025, les experts restaurèrent enfin les messages supprimés du chat familial WhatsApp que la tante de Francesca, Elisa, tentait désespérément de cacher. À la surface apparut un seul message envoyé à Maria en mars 2021. « Je ne peux plus couvrir, dis-le lui. » Il devint clair que le secret que la famille préférait taire était connu non seulement des parents, mais aussi d'autres parents. La question était de savoir ce que cachait exactement la tante et pourquoi son silence dura si longtemps. Le message restauré donna à la police une indication claire qu'Elisa savait beaucoup plus qu'elle ne disait auparavant. La date du message, 3 mars 2021, parlait d'elle-même. À ce moment-là, Francesca était déjà depuis 6 ans officiellement considérée comme transférée dans une autre école, bien qu'elle se trouvât en fait en isolement complet dans la maison d'Antonio. Quand l'enquêteur Luca Davini convoqua Maria pour témoigner, la femme semblait complètement abattue. Sa réponse sonna courte et douloureuse. Je demandais de l'aide, mais Antonio menaçait. Avec ces mots commença un examen plus approfondi de ce qui se passait à l'intérieur de la famille, révélant un système pluriannuel de pression, menaces et contrôle financier de la part d'Antonio. À la question pourquoi Maria n'avait pas informé la police de ce qui se passait, elle répondit qu'elle craignait pour sa vie et celle de ses proches. Cependant, les paroles de Maria allaient à l'encontre de ce qui était connu des actions de la tante. Elisa tentait manifestement d'apporter du soutien et insistait même sur la révélation du secret. Mais après son message, rien ne changea. La tante préféra se taire et garder le secret familial. Le parquet examinait la possibilité de présenter à Elisa une accusation de non-dénonciation. Cependant, le délai de prescription pour cette violation était presque épuisé. Les forces de l'ordre se trouvaient face à un dilemme moral. Il était évident que les parents savaient, mais avaient consciemment préféré garder le silence, cachant la lourde vérité derrière le mur de la maison familiale. Tombèrent sous les soupçons les transferts financiers d'Elisa à Maria, que l'enquête découvrit pendant la vérification. Fut trouvé un reçu de transfert Western Union, confirmant que la tante transférait périodiquement à Maria une somme de 300 € avec la mention « pour médicaments ». D'abord, cela semblait un soutien dans une situation difficile. Cependant, l'analyse financière montra que les fonds étaient immédiatement retirés par Antonio lui-même le jour de l'arrivée. Ce fait obligea la police à réfléchir si Elisa n'était pas partie du schéma financier permettant à Antonio de contrôler toute la famille. Cependant, ni preuve directe de participation d'Elisa aux machinations, ni sa coopération consciente avec Antonio ne furent découvertes.
L'argent pouvait vraiment être destiné à Maria qui se trouvait dans une situation sans issue, mais arrivait à Antonio contre la volonté d'Elisa elle-même. Les experts financiers tirèrent encore une conclusion importante. La somme de 300 € était transférée régulièrement et se mêlait au flux monétaire général que contrôlait Antonio. Les fonds arrivant comme allocation enfant et les transferts des parents convergeaient vers un point, le distributeur près du bar, Da Silvio. Ainsi émergea un tableau clair de la motivation financière des actions d'Antonio. L'argent destiné à l'entretien de Francesca et à l'aide à la famille était dépensé exclusivement par lui-même et partait en dépenses personnelles. Principalement, l'alcool. La famille qui garda longtemps le silence se trouvait maintenant face au fait qu'elle ne fermait pas seulement les yeux sur ce qui se passait, mais soutenait en essence indirectement le schéma créé par Antonio. Même les tentatives de membres isolés de la famille d'aider Maria échouaient à cause du contrôle financier et psychologique total d'Antonio. La police comprenait clairement que le silence et l'inaction des parents devinrent l'un des principaux facteurs permettant à Antonio de retenir si longtemps Francesca en captivité. En même temps, formellement chacun des membres de la famille pouvait se justifier par l'ignorance de toute la situation. Cependant, les messages dans le chat témoignaient du contraire. Ils comprenaient suffisamment pour réaliser la gravité de ce qui se passait. L'étape suivante pour l'enquête était une immersion complète dans les flux financiers de la famille, y compris la vérification des transferts faits en faveur d'Antonio par l'avocat, les parents et autres personnes, pour confirmer définitivement le motif financier dans cette histoire. L'histoire du silence de la famille et du rôle de chacun de ses membres restait ouverte, conservant la lourde question morale. Jusqu'où les proches sont-ils prêts à aller dans leur inaction avant que la vérité ne remonte à la surface? Le 8 mai 2025, les experts criminalistiques terminèrent l'analyse ADN des indices trouvés dans la maison d'Antonio via Sant'Agata. La question se posait directement et clairement. Les traces d'ADN découvertes sur la chaîne dans la salle de bain coïncideraient-elles avec les empreintes trouvées sur les gants de construction couverts de ciment, découverts dans la remise derrière la maison? Pour la première fois depuis toute l'enquête, la police avait la possibilité de lier directement Antonio au lieu de détention de Francesca. Les résultats de l'expertise furent obtenus le matin. Sur la chaîne à laquelle était enchaînée Francesca furent découvertes non seulement des traces de son sang et épithélium, mais aussi des empreintes digitales d'un adulte. Ces empreintes s'avérèrent partiellement utilisables pour identification. En même temps, dans la vieille remise derrière la maison, la police trouva une paire de gants tachés de ciment. Les gants furent immédiatement envoyés au laboratoire pour expertise. Le résultat s'avéra éloquent. Sur la surface intérieure des gants fut découvert l'ADN d'Antonio. Les traces de ciment coïncidaient par composition avec les échantillons pris de la porte renforcée de la salle de bain. L'avocat d'Antonio intervint immédiatement avec une déclaration, notant que les gants de construction étaient un équipement de travail standard que son client utilisait sur de nombreux chantiers. Cependant, l'enquête indiqua un détail important. Le ciment était d'une marque spécifique et rare qui n'était vendue qu'en un seul endroit, dans le magasin local Leroy Merlin. Le reçu et la date d'achat coïncidaient avec le jour du 10 avril 2023, moment clé de l'affaire. La police interrogea la caissière du magasin. La femme confirma la vente de ciment et se souvint d'un détail important. L'acheteur était un homme avec une cicatrice sur la main gauche. Les enquêteurs découvrirent rapidement qu'une telle cicatrice était effectivement chez Antonio. Cependant, exactement la même cicatrice était aussi chez un des employés de l'hôpital local qui n'avait précédemment pas du tout figuré dans l'enquête. La version d'un possible acheteur alternatif attira immédiatement l'attention de la police. Les criminalistiques étudièrent la biographie et l'alibi de l'employé de l'hôpital. Il s'avéra qu'il était de garde le jour de l'achat de ciment, mais l'heure exacte de sa pause était floue. La vérification de ses comptes bancaires et contacts ne révéla aucun lien avec la famille d'Antonio ou cette affaire. Néanmoins, la police ne pouvait complètement l'exclure des suspects avant d'obtenir le tableau complet des événements. Le principal moment tournant du jour fut l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance du magasin Leroy Merlin.
La qualité de l'image permettait de voir clairement la silhouette de l'acheteur, taille, démarche et même manière. Cependant, le visage de la personne était solidement caché par une capuche. L'analyse experte de la démarche donna un résultat. Coïncidence avec Antonio, 70%. C'était suffisant pour éveiller de sérieux soupçons, mais n'était pas une preuve à 100%. Les images de l'enregistrement furent visionnées encore et encore dans la salle de réunion de la police. Malgré la sensation claire que sur la vidéo c'était précisément Antonio, formellement restait un certain pourcentage de doute. Ces 30% d'incertitude pouvaient jouer un rôle décisif au tribunal, mettant en danger toute la chaîne de preuves rassemblées. L'enquête avait trop peu de temps pour éliminer ces doutes, et pourtant, il y avait une certitude ferme. Le ciment avait été acheté par la même personne dont les empreintes et l'ADN se trouvaient dans la maison d'Antonio. Les gants avec ciment, traces sur la chaîne et silhouettes sur l'enregistrement de la caméra du magasin formaient une chaîne rigide de preuves indirectes qu'il était difficile d'ignorer même en l'absence de certitude absolue. Maintenant, le sort de l'affaire passait entre les mains du tribunal. Les enquêteurs préparèrent les matériaux incluant les conclusions détaillées des experts et témoignages. La question de la culpabilité d'Antonio devait être résolue dans les semaines prochaines. Il était seulement important de comprendre si ces 70% de ressemblance suffiraient pour convaincre le tribunal ou si l'avocat d'Antonio réussirait à utiliser les 30% de doutes restants en sa faveur. À ce stade, l'enquête avait épuisé ses possibilités. Il ne restait que la dernière instance où serait prise la décision définitive sur qui exactement achetait le ciment, renforçait la porte de la salle de bain et créait toutes les conditions pour l'isolement pluriannuel de Francesca. Le sort de la famille et la lourdeur du silence des parents étaient maintenant complètement ouverts à la société et attendaient leur finale dans la salle du tribunal. Le 12 juin 2025, la salle du tribunal de Campanie se remplit d'un murmure sourd quand le juge lut la décision finale. Quelques minutes avant cela, Antonio regardait silencieusement devant lui, évitant les regards des proches et journalistes. Sa femme Maria était assise immobile. Ses mains tremblaient, visiblement. La tante Elisa, au contraire, semblait résolue et concentrée. Tous les présents comprenaient que dans les minutes suivantes serait révélé le secret caché derrière la porte de la salle de bain de la maison, via Sant'Agata, pendant presque 10 ans. Le juge prononça les mots principaux: coupable de privation illégale de liberté et mauvais traitement. Antonio entendit le verdict avec un regard vide. Cependant, soudain son visage se déforma de colère. Il se leva brusquement et se jeta vers Maria, mais fut immédiatement arrêté par les carabiniers qui le retinrent par les épaules. Dans la salle s'installa momentanément un silence complet. L'enquête qui dura plusieurs mois révéla complètement la mécanique de ce qui se passait. Antonio isola consciemment Francesca dans le but d'obtenir un flux financier stable sous forme d'allocation d'État et de transferts périodiques des parents. Tous ces fonds partaient en dépenses personnelles, principalement en alcool. Chaque pas d'Antonio était réfléchi et méthodique. Les faux documents sur le transfert dans une autre école lui permirent de créer l'illusion de normalité et d'éviter les vérifications des services sociaux. La preuve clé devint la vidéo filmée par le voisin Luciano. Sa mort subite engendra une énigme séparée liée à l'analyse toxicologique disparue. Le tribunal considéra prouver le fait de dissimulation intentionnelle de ces données, ce qui renforça les soupçons de tentative d'Antonio d'effacer les traces. La disparition de l'analyse fut qualifiée par le tribunal précisément comme « intention de dissimulation ». Des preuves de corruption directe du technicien de laboratoire ne furent pas présentées, mais le fait de correspondance avec l'avocat d'Antonio joua son rôle. La chaîne sur laquelle était retenue Francesca et le cadre d'acier avec ciment renforçant la porte de la salle de bain devinrent les indices centraux. L'expertise ADN confirma la présence d'empreintes d'Antonio sur les objets liés à la détention de Francesca. L'enregistrement de la caméra du magasin Leroy Merlin, bien qu'il ne donnât pas une certitude à 100%, fut reconnu comme confirmation indirecte suffisante de sa participation à l'achat de ciment et à l'organisation des conditions de détention. Pendant le procès, les témoignages de Maria et de la tante Elisa remirent définitivement tout en place.
Maria raconta en détail les menaces constantes de la part d'Antonio et le contrôle complet de ses finances et déplacements. La tante confirma qu'elle tentait d'intervenir, mais était paralysée par la peur de détruire les relations familiales et d'affronter personnellement les menaces d'Antonio. Le tribunal nota séparément le fait que la famille, incluant Maria et la tante, savait ce qui se passait et continuait à se taire pendant plusieurs années. Leur silence devint encore un élément tragique dans l'histoire de Francesca. Antonio fut condamné à 25 ans d'emprisonnement. Le tribunal le reconnut pleinement responsable de la cruauté et du caractère méthodique du crime. Maria reçut 5 ans de sursis avec obligation de suivre un cours de traitement de la dépression clinique et de restauration de l'état psychologique. Le tribunal reconnut sa culpabilité indirecte de non-dénonciation et complicité par contrainte, ce qui adoucit la punition. Francesca, enfin libérée de sa détention pluriannuelle, fut confiée à la tutelle du service social Tutela Minori. Les spécialistes commencèrent le travail de sa réhabilitation et retour progressif à la vie normale.